Avec le froid de l'hiver, nous changeons nos habitudes alimentaires. Pourquoi? Est-ce que nous mangeons plus? Qu'est-ce qui nous fait grossir de 1 à 3 kilos? L'hiver, nous sommes tentés de faire des cures de vitamines pour renforcer notre organisme. Sont-elles utiles? E égale M6 fait le point avec les nutritionnistes. En hiver, place aux bonnets et aux écharpes. Quand le thermomètre baisse, notre corps, lui, doit maintenir sa température à environ 37 degrés pour bien fonctionner. Et pour cela, il a un système étonnant, la thermorégulation. Mais qu'est-ce que c'est? La thermorégulation est un mécanisme complexe qui résulte de l'équilibre entre la production de chaleur par le corps, la thermogénèse, et la libération de chaleur, la thermolyse. Notre corps est équipé d'une sorte de thermostat réglé sur 37. Quand nous avons froid, la thermogénèse s'active. Quand nous avons trop chaud, c'est l'inverse. Notre corps déclenche une climatisation naturelle, la thermolyse. Et si notre chauffage interne fonctionne aussi bien, c'est grâce aux calories contenues dans notre nourriture. En particulier le glucose, c'est-à-dire le sucre. À partir du glucose qui résulte de la digestion des aliments que nous consommons et avec l'aide de l'oxygène, il y a fabrication d'énergie et libération de chaleur. Physiologiquement, plus il a froid, plus notre corps doit fabriquer de l'énergie pour se réchauffer. Voilà pourquoi nos ancêtres, soumis à des conditions de vie rudes, avaient besoin de repas plus caloriques qu'à l'accoutumée pour affronter le froid. Mais avec le temps, notre espèce a évolué. Le corps s'est formidablement adapté à plutôt mettre en réserve les calories en cas de nécessité, en cas de famine. Alors aujourd'hui, avons-nous besoin de manger de copieux repas en hiver? Rien n'est moins sûr. L'hiver ne doit pas être un prétexte à consommer plus de calories. Nous avons un confort de vie qui fait que le corps ne réclame pas plus d'énergie à lui apporter. Et oui, nous ne vivons plus en peau de bête. Nos logements sont chauffés, nous avons des vêtements chauds. Été comme hiver, nos besoins énergétiques sont donc sensiblement les mêmes. Ils sont en moyenne de 2000 calories par jour pour une femme et 2500 calories pour un homme en cas d'activité modérée. Notre corps n'a besoin de plus de calories que lorsqu'il est soumis au froid sans être protégé, ce qui de nos jours est rare. Pourtant, c'est un fait, en hiver, nos menus sont bien plus riches qu'en été. Dans la famille de Sandrine, c'est désormais le fromage fondu qui occupe le terrain, ou plutôt la table. On fait assez souvent des raclettes en hiver parce que c'est un plat qui est facile à faire, qui est rapide et puis qui est bon et puis qui cale bien. Et quand il fait froid, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un plat qui tient chaud. Et voilà le fromage. Bon appétit les loulous. Même si, nous l'avons vu, nous n'avons plus vraiment besoin de calories supplémentaires en hiver, raclette et plats copieux nous attirent car ils nous réconfortent. Quand il fait froid, j'aimerais bien manger des bonnes grosses raclettes comme ça. Et aussi les pâtes à la carbonara. Trop bon. Moi et Owen, on adore ça. J'ai bien mangé, il me reste juste une petite place pour mon dessert. En apparence, nos plats sont donc plus riches en hiver. Mais qu'en est-il en réalité? Pour répondre à cette question, nous avons demandé à notre experte de comparer ces deux plats. À gauche, une choucroute, un plat typique de l'hiver. À droite, une salade composée qu'on mange plutôt en été. Il faudrait 2 salades de ce type-là pour faire l'équivalence énergétique de cette choucroute. On se rend bien compte que finalement 2 salades ce sera beaucoup en volume, donc l'estomac risque d'être très vite rassasié. Donc un des moyens de manger plus énergétique, c'est de manger plus gras, et donc là on a quelque chose de plus gras mais qui en volume est moins important. Si la choucroute occupe moins de place dans l'assiette que la salade, du fait de sa richesse en graisse, elle contient presque 2 fois plus de calories. 496 contre 255. Car ne l'oublions pas, dans notre alimentation, entre les glucides, les protéines et les lipides, autrement dit des graisses, ce sont les lipides les plus caloriques. Les 10 grammes de sucre, on va avoir l'équivalent de 40 calories. Dans les 10 grammes de jambon, ça va être l'équivalent aussi de 40 calories. Et par contre, dans les 10 grammes de huile, ça va être l'équivalent de 90 calories. Donc là où on voit bien que pour une même quantité, ça va être plus énergétique. En hiver, nous ne mangeons donc pas plus. Par contre, nous mangeons des aliments plus gras à forte teneur en calories. À l'inverse, en été, il ne nous viendrait pas à l'esprit de manger une raclette.
Pourquoi? L'été, comme la température extérieure est plus élevée, le corps, au contraire, va devoir diminuer la température corporelle. On a naturellement envie d'aliments plus riches en eau, donc c'est tout ce qui est type crudité ou le melon, qui sont au contraire pour plutôt réhydrater. Le problème, c'est qu'avec ce surplus de calories en hiver, nous avons tendance à grossir. Pas vous? Je prends du poids, bien sûr, de temps en temps, mais bon, 1-2 kilos. Je pense que c'est surtout avec Noël. Et les chocolats, les gâteaux, les fêtes, on mange plus que d'habitude. Je pense qu'on prend un peu de poids l'hiver, surtout avec les jours qui raccourcissent. Le temps, etc. Il fait moins beau, donc on a moins tendance à sortir. Eh oui, quand il fait froid, nous préférons rester au chaud, nous sommes moins actifs, bref, nous ne brûlons pas nos calories en trop. Il y a un poids d'été et un poids d'hiver. Bon, il n'est pas non plus d'une énorme différence, donc se dire j'ai pris 10 kilos entre l'été et l'hiver, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui ont amené à une prise de poids. Mais en général, la variation de poids peut se faire de 1 à 3 kilos. Cette prise de poids touche autant les femmes que les hommes. Mais ne vous inquiétez pas, ces kilos de l'hiver partent naturellement au printemps, car nous bougeons plus et nous mangeons moins gras. En attendant, si vous avez froid, voici un petit conseil pour vous réchauffer sans faire d'excès de calories. Un moyen de maintenir la température à 37 degrés sans forcément apporter de l'énergie, c'est notamment par des boissons chaudes ou des plats chauds comme un thé, une tisane ou des soupes par exemple. Du coup, l'effet chaleur sera instantané mais il sera pas durable. L'hiver, c'est aussi la période où l'on fait des cures de vitamines. Mais à quoi servent-elles? Quand on a des carences en micronutriments, en vitamine B, en vitamine C, bien votre corps va être moins vaillant. Vous allez par exemple avoir un système immunitaire moins dynamique. Ça peut poser problème, notamment l'hiver. Les vitamines sont donc essentielles pour renforcer nos défenses contre les maladies. Et on les trouve dans beaucoup d'aliments, y compris en hiver. Les sources remarquables de vitamines, d'oligo-éléments sont les fruits, les crudités, les légumes. Nous avons ici de magnifiques mandarines, source de vitamine C très intéressante pour le fonctionnement du système immunitaire. Alors, a-t-on vraiment besoin de faire des cures de vitamines? Le complément alimentaire, la vitamine C par exemple, n'est qu'un coup de pouce en plus. Elle n'aura pas d'effet à moyen et à long terme si vous ne mangez pas sainement. Vous l'avez compris, la prise de compléments alimentaires doit rester ponctuelle et être accompagnée d'une alimentation variée et équilibrée. Vous savez maintenant que si on mange plus gras en hiver, ce n'est pas parce que notre corps a besoin de calories en plus pour se réchauffer, mais par plaisir. Quant aux vitamines, cherchez-les d'abord dans les fruits et légumes de saison. Riz, pâtes, ils sont faciles à préparer, rassasiants et se marient avec tout. Les Français en sont fous. Je me lasse pas des pâtes, j'adore les pâtes. Je préfère le riz. Les pâtes? Le riz. Je préfère tout. Nous consommons 8 kilos de pâtes par an et 4 kilos de riz, soit 2 fois moins. Tali, Tiané et leur copine Lola adorent les deux. Et ça, Alice, la maman des garçons, le sait bien. À chaque fois qu'il y a les pâtes ou le riz, c'est un succès à la maison. On n'a pas besoin de les forcer à manger. Vous préférez le riz ou les pâtes? Le riz. Moi, j'ai préféré le pâtes. Le riz. Riz et pâtes appartiennent à la famille des féculents, notre principale source d'énergie. S'ils nous rassasient si bien, c'est d'abord parce que dans notre estomac, ils prennent de la place. Explication de Dalila Azou-Marniche, nutritionniste et chercheur à AgroParisTech. C'est la composition de ces aliments qui fait leur particularité, parce que d'abord, ils vont occuper l'estomac. Cette sensation de dilatation gastrique va être perçue par le cerveau et donc déclencher les processus de rassasiement. Ensuite, riz et pâtes, comme tous les féculents, apportent à notre corps une énergie considérable grâce à une molécule qu'ils contiennent tous les deux, l'amidon. Valérie Langlois, chercheure en chimie moléculaire, nous en dit plus sur les pouvoirs de cette molécule. Alors l'amidon que l'on retrouve ici est un ensemble de macromolécules, des molécules de très très grande taille constituées de glucose. Ce glucose que l'on va retrouver également dans le sucre. Donc si je schématise, eh bien on peut représenter l'amidon de la façon suivante, c'est un enchaînement de molécules de glucose. Tout l'intérêt des grandes molécules d'amidon des pâtes et du riz, c'est que le corps met du temps à les assimiler.
Cela peut prendre plusieurs heures. C'est pour cela qu'on qualifie l'amidon de sucre lent, à l'inverse du sucre rapide des bonbons que l'on digère en quelques minutes seulement. Cette différence est très importante pour notre organisme. La digestion de l'amidon est beaucoup plus lente que la digestion du sucre, vu qu'il y a de nombreuses molécules de glucose à séparer. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux manger du riz ou des pâtes que des bonbons qui vont être vite assimilés et le sucre va passer très rapidement dans le sang. En effet, l'intérêt de l'amidon, c'est qu'il diffuse de l'énergie dans notre corps en continu pendant plusieurs heures. Comme le carburant qui arrive dans le moteur d'une voiture. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'en manger avant un effort d'endurance. Mais entre le riz et les pâtes, lequel rassasie le plus longtemps? Pour le savoir, notre journaliste a fait un test sur 2 jours. Elle a mangé à jeun, à la même heure, un plat de pâtes nature et un autre jour, un plat de riz nature. Puis pendant 2 heures, à intervalles réguliers, elle a mesuré la concentration de sucre dans son sang apportée par les pâtes et le riz, ce qu'on appelle la glycémie. Le docteur Boris, nutritionniste, a ensuite compilé ces résultats sous forme de courbe. Et regardez, la glycémie est moins élevée avec le riz. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qu'on peut dire, c'est que celui qui fait monter le moins la glycémie, donc le moins l'insuline, est plus rassasiant parce que le fait d'avoir une grosse quantité d'insuline entraîne finalement une faim secondairement, c'est-à-dire 2 ou 3 heures plus tard, que l'on n'aura pas avec le riz qui est entraîné une beaucoup moins importante montée de l'insuline. Plus on absorbe de sucre, plus on sécrète de l'insuline, une hormone qui permet à notre corps d'utiliser cette énergie. Mais conséquence, plus notre corps brûle vite ce sucre et plus il en réclame. Concrètement, nous aurons faim plus vite. Donc sur ce match-là, on peut dire que le riz est gagnant sur à la fois donc la sécrétion d'insuline et sur la satiété, c'est-à-dire que vous allez être rassasié un petit peu plus vite et vous aurez faim beaucoup moins rapidement dans l'après-midi. Bien entendu, tout cela varie d'un individu à l'autre. Mais globalement, on observe un léger avantage pour le riz. Comme il libère moins d'énergie au départ que les pâtes, son bénéfice dure plus longtemps. Riz et pâtes ont la réputation de faire grossir. Est-ce le cas? Y en a-t-il un plus calorique que l'autre? Il n'y a pas tellement de gagnants, c'est un peu match nul puisqu'ils apportent la même quantité de calories ou d'énergie à peu de choses près. Donc, dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut manger des pâtes et du riz, mais pas en quantité excessive, bien sûr, pour pas prendre trop de poids. Sachez aussi que l'amidon ne ferait pas grossir tout le monde de la même manière. C'est ce que viennent de mettre en évidence les chercheurs d'AgroParisTech lors d'une étude réalisée sur des rats. Regardez, ces rats ont tous été soumis à un régime à base d'amidon. Certains sont restés minces, tandis que d'autres sont devenus énormes. 611, 612. Donc l'amidon a un effet différent selon les individus. Si vous ne savez pas comment votre corps réagit précisément à l'amidon, mieux vaut équilibrer votre assiette. Alors les recommandations nutritionnelles sont de manger des féculents à chaque repas pour ne pas grignoter dans les heures qui vont suivre. Et il n'y a pas que les pâtes ou le riz. Pensez aussi aux pommes de terre, au pain, aux légumes secs comme les lentilles ou aux céréales. Et les quantités varient selon que l'on est un enfant, un adulte, que l'on est plus ou moins actif. Mais grosso modo, si l'on mange à peu près 200 à 300 grammes de féculents par jour, c'est le minimum que l'on puisse manger. Mais tout cela, bien sûr, dépend de tas de conditions. Ces conditions, c'est notamment l'accompagnement que nous mangeons avec les pâtes et le riz. Ayez la main légère avec tout ce qui est riche. Beurre, gruyère, sauce déjà préparée, c'est ça qui fait grossir. Et lâchez-vous sur les légumes, le partenaire idéal du riz et des pâtes. Dans l'idéal, finalement, c'est d'apporter des légumes. Par exemple, la sauce tomate, mais une vraie sauce tomate faite avec des vraies tomates, c'est quelque chose qui va permettre de ralentir l'index glycémique de ces aliments et qui va apporter également plein d'éléments minéraux, de vitamines, qui du coup stimulent moins l'insuline et donc font moins grossir. Consommez en entrée, avant votre plat de pâtes ou de riz ou pendant. Les fibres contenues dans les légumes ralentissent l'absorption de l'amidon par notre corps. L'autre conseil est surprenant, il faut cuire pâtes et riz al dente, c'est-à-dire un peu ferme. Retour chez notre chimiste qui nous explique pourquoi. Alors lors de la cuisson des pâtes ou du riz par exemple, l'eau va pénétrer à l'intérieur de l'amidon, va écarter ces chaînes d'amidon, c'est-à-dire séparer les petits morceaux de sucre que l'on avait vus tout à l'heure. En clair, plus on cuit les pâtes ou le riz,
plus l'amidon qu'ils contiennent se transforme en sucre rapide, le même que celui contenu dans les bonbons par exemple. C'est l'inverse de l'effet recherché. Bon aussi à savoir, pâtes et riz font moins grossir lorsqu'ils sont froids. Lorsque l'on refroidit le riz ou les pâtes, les chaînes d'amidon vont se réorganiser. Donc on aura une libération plus lente de glucose. Alors en salade, avec des légumes, vous aurez tout bon. Vous savez maintenant que le riz est un peu plus intéressant pour nous rassasier dans la durée que les pâtes. Et que si vous les accompagnez et cuisez correctement, ces deux stars de nos assiettes vous apporteront beaucoup d'énergie sans prendre un gramme. 2 à 4% des Français ont banni la viande de leur alimentation. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. On dit qu'ils sont végétariens. Mais notre organisme peut-il se passer totalement de la viande ? Ce régime engendre-t-il des carences ? À l'inverse, manger trop de viande est-il mauvais pour notre santé? Vous allez tout savoir. Argan, maman, à table! Nous sommes à Villejuif, près de Paris. Bienvenue chez Valérie, Nicolas et leurs 2 enfants, Argan, 9 ans, et Mara, 3 ans. Au menu ce midi, radis noirs, concombres, tomates, riz. Radis noir, j'attends? Oui. Ok, Ce qui ressemble à un steak haché de bœuf est en fait une galette à base de soja, un steak végétal. Nicolas est végétarien depuis 2 ans, pour des raisons d'éthique, mais aussi, selon lui, de santé. Depuis que je suis végétarien, je me sens mieux, je me sens en pleine forme. Et pour les enfants, comment ça se passe? Pour la viande, j'en mange jamais à la maison, mais à la cantine, je mange de la viande. Et après, je pense que je vais décider de plus du tout en manger. Parce que tous les animaux, ça mérite pas d'être mangé. C'est comme si nous, on nous mangeait. Tu finis ou pas? Un peu plus? Non? Bien. Au quotidien, notre petite famille n'est jamais à court d'idées pour concocter ses repas. Au niveau du petit déjeuner, ça va plutôt être un bol de céréales avec quelques amandes par exemple. Au niveau du déjeuner, plutôt des féculents avec des légumes, par exemple riz épinards. Et au niveau du dîner, on essaye quand même d'incorporer un peu de légumineuses, donc des lentilles, des haricots. Mais au fait, quelle est la définition précise du régime végétarien? Réponse de Réginald Alouche, nutritionniste. Le végétarien, c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande ni de poisson. Il ne consomme pas de chair animale. Par contre, il peut consommer du lait ou des œufs. Certains vont encore plus loin en supprimant tous les produits issus d'un animal. On dit qu'ils sont véganes. C'est le cas de Valérie, la maman, depuis 3 ans. Le véganisme, en quoi ça consiste? Donc, c'est de ne pas consommer de produits d'origine animale. C'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, pas de produits laitiers, pas d'œufs. Et pour un souci de cohérence, on ne porte pas de cuir, de laine, de soie. Cette nouvelle tendance fait de plus en plus d'adeptes en France, même si elle ne représente encore aujourd'hui qu'1% de la population. À l'opposé de la famille de Valérie et Nicolas, une famille de carnivores. Ici, la viande, c'est le péché mignon de Stéphanie et de ses 3 enfants. On en mange tous les jours, alors qu'en moyenne, les Français en consomment 3 à 4 fois par semaine. Nous mangeons de la viande à chaque repas parce qu'en fait, le midi, les enfants à la cantine, certaines fois, ne mangent pas de viande. Et ça permet, le soir, d'avoir une source de protéines. En effet, la viande fait partie des aliments naturellement riches en protéines. Bon appétit! Un élément essentiel pour notre corps. Mais à quoi servent-elles? Ces protéines vont nous permettre de fabriquer nos muscles, de fabriquer nos organes, d'avoir une belle peau, de pouvoir faire des hormones, de pouvoir faire des anticorps. Donc en fait, c'est extrêmement important pour notre santé. Pour que notre corps fonctionne correctement, nous avons besoin de consommer des protéines tous les jours. Nous avons besoin en gros de 1 gramme par kilo de poids et par jour. Donc par exemple, si vous pesez 60 kg, vous avez besoin de 60 grammes de protéines. 60 grammes de protéines par jour, ce qui correspond par exemple à 200 grammes de steak haché. Alors, entre se priver totalement de viande comme Nicolas ou en consommer tous les jours comme Stéphanie, quel va être l'impact sur notre santé? Pour le savoir, nos 2 cobayes ont accepté de passer un petit test sanguin. Tout va bien. Merci de votre douceur. Je vous en prie. Au revoir. 3 jours plus tard, voici les résultats de Stéphanie et Nicolas. C'est Corinne Chichportiche-Ayache, nutritionniste, qui nous les dévoile. Notre spécialiste va s'intéresser à un chiffre important, le taux de cholestérol.
Alors le cholestérol, c'est une graisse qui circule dans le sang, qui va se déposer sur les parois des vaisseaux et qui va avoir tendance à obturer ces vaisseaux. Alors qu'est-ce que ça donne pour Stéphanie? Stéphanie, qui est notre omnivore, on retrouve un taux de cholestérol total qui est assez élevé. 2,62, un chiffre supérieur à la moyenne et en lien direct avec sa consommation de viande, en particulier rouge. La viande va contenir des acides gras, qu'on appelle des acides gras saturés, qui vont contribuer à augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Le deuxième risque avec la viande rouge, c'est l'augmentation du cancer colorectal. Voilà pourquoi les spécialistes conseillent de ne pas manger de la viande rouge plus de 2 fois par semaine. Et pour Nicolas, notre végétarien, qu'en est-il? On constate que le cholestérol total est pas très élevé, il est à 1,61. Qu'est-ce qui peut contribuer à ce bon profil lipidique? Eh ben, Nicolas consomme beaucoup de céréales, beaucoup de fruits et légumes, et toute cette richesse en fibres va contribuer à avoir un bon taux de cholestérol. Regardons maintenant le taux de fer présent dans le sang, un autre chiffre important. Le fer est un oligo-élément qui donne sa couleur rouge à notre sang. Il est essentiel à la bonne oxygénation de toutes les cellules de notre corps. Si nous en manquons, il y a risque de carence qui se traduit par une fatigue extrême et une pâleur anormale de la peau. Pour Nicolas et pour Stéphanie, ces chiffres sont tout à fait corrects. Et pourtant, pour Nicolas, ce n'était pas gagné. Les steaks de soja que consomment les végétariens sont moins riches en fer que la viande rouge, la championne toute catégorie. Et ce n'est pas tout. Le fer qu'ils consomment est essentiellement d'origine végétale. Or, on sait que le fer d'origine végétale est bien moins absorbé que le fer d'origine animale. Mais les analyses sont claires. Nicolas est en pleine forme sans jamais manger de viande, tandis que Stéphanie doit surveiller son cholestérol. Doit-on en déduire qu'on peut se passer de viande? Il n'y a pas grand risque à bannir la viande de notre alimentation, à une réserve près. Il faut trouver les protéines de cette viande, il faut les trouver dans d'autres types d'aliments. Et oui, rappelez-vous, les protéines, c'est essentiel. Et il y en a ailleurs que dans la viande et le poisson. Les céréales contiennent des protéines végétales, le riz, l'orge, le blé. Ces céréales contiennent entre 7 à 15% de protéines végétales. Voilà. Vous voyez aussi la quantité qu'il faut ingérer pour avoir l'équivalent de ces 2 steaks. Dans ce bocal, ces 500 grammes de riz apportent autant de protéines que ces 2 steaks de 200 grammes. Même chose lorsque l'on mange 260 grammes d'amandes. Mais le trio gagnant en apport de protéines pour les végétariens, le voici. Vous avez le tofu, qui est à base de soja, la spiruline, qui est une algue extrêmement intéressante d'un point de vue nutritionnel, et puis le champion toute catégorie, c'est l'œuf. Donc, on peut se passer de viande sans manquer de fer ni de protéines. Mais le régime végétarien a-t-il des bienfaits sur notre santé au quotidien? D'un point de vue scientifique, il y a des bénéfices à être végétarien, c'est indéniable. Les végétariens digèrent mieux. On dit que l'endormissement est meilleur pour les végétariens. Et souvenez-vous, ils ont aussi moins de risques cardiovasculaires et de cancer colorectal. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas d'âge minimum pour être végétarien. Les jeunes peuvent suivre un régime végétarien, même s'ils sont en pleine croissance. Mais il faut qu'ils veillent à trouver les protéines dans d'autres aliments. Vous savez maintenant que le régime végétarien n'est pas dangereux pour la santé, à condition de bien remplacer la viande par des aliments, eux aussi, riches en protéines. Et si vous êtes amateur de viande rouge, régalez-vous, mais pas plus de 2 fois par semaine. Non, non, merci. Et pensez à alterner avec des viandes blanches et du poisson. Comme nos muscles, notre cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner. Il faut donc le nourrir, mais de quelle manière? On dit souvent que des aliments comme le poisson et le chocolat améliorent nos performances cérébrales. Est-ce vrai? E = M6 vous dit tout. Pour lire, réfléchir et même au repos, notre cerveau consomme de l'énergie qu'il puise dans l'alimentation. Et ses besoins sont très importants. Explication avec Xavier Fioramonti, neurophysiologiste. Par rapport à tous les autres organes, le cerveau est très gourmand en énergie. Il va consommer environ 20 à 25% de l'énergie ingérée quotidiennement. En clair, si on réunit l'équivalent des 3 repas de la journée, 1/5 de cet apport en énergie est consacré uniquement au bon fonctionnement du cerveau. Le reste, rappelez-vous, est réparti entre les autres organes comme les poumons, le cœur et le foie.
Mais savez-vous quel est l'aliment de base du cerveau? J'en ai aucune idée, non. Je pense pas réellement qu'il y ait un aliment qui puisse booster le cerveau. Je pense que c'est du glucose. Je pense que ce sont les lipides, donc tout ce qui est gras. La bonne réponse avec Marie-Odile Habert, médecin nucléaire. Le glucose est la principale source d'énergie du cerveau. C'est le nutriment dont il a besoin pour fonctionner correctement. Le carburant principal du cerveau, c'est donc le glucose, autrement dit un sucre. La première source de glucose, ce sont les sucres rapides. Mais il y a aussi le riz, le pain, les pâtes, des sucres lents qui vont, au cours de la digestion, être transformés en glucose. Et notre cerveau en consomme environ 5 grammes toutes les heures, soit 100 grammes par jour. Pour le vérifier, direction ce scanner. Ici, on injecte dans le sang du patient du glucose avec un élément radioactif. Cela va permettre, 30 minutes plus tard, d'observer sa répartition dans l'organisme. Regardez, c'est spectaculaire. Sur cette image, vous voyez que là où c'est le plus noir, c'est là où il y a le plus de traceurs qui s'est concentré, et c'est dans le cerveau. Cette consommation de glucose qui est très élevée, elle reflète en fait l'activité des neurones. Le glucose est transporté par le sang jusqu'au cerveau, où il réagit chimiquement avec l'oxygène, ce qui libère de l'énergie. Le neurone va utiliser ce glucose pour synthétiser la molécule énergétique par excellence qui est l'ATP, qui est la molécule qui par exemple va servir aux muscles pour se contracter, mais au niveau des neurones, cette molécule va servir au codage de l'information, à la réception de l'information des neurones. C'est donc grâce au glucose que nos 100 milliards de neurones nous permettent de penser, apprendre, raisonner. Mais le cerveau n'a pas uniquement besoin de sucre, il lui faut aussi du gras. Il a besoin de gras, non pas comme substrat énergétique, mais plus pour sa composition, pour la composition de ses membranes. Dans le cerveau, les neurones sont connectés entre eux par des liaisons. Celles-ci sont protégées par des gaines de gras, ce qu'on appelle la myéline. Cette gaine de myéline est un isolant électrique qui favorise la conductivité du message électrique et qui l'accélère. Et plus cette couche de gras est épaisse, mieux les informations circulent. Notre cerveau sera donc plus performant, notamment pour la mémorisation. Problème, le cerveau n'est pas capable de fabriquer ce gras. C'est pour cela qu'il faut lui en apporter via l'alimentation. Alors, que faut-il manger ? On entend souvent dire que le poisson gras est excellent pour booster notre mémoire. Vrai ou faux? Réponse avec Alexandra Dalu, médecin nutritionniste. Le poisson, c'est bon pour la mémoire, tout à fait, si c'est un poisson de bonne qualité avec beaucoup d'oméga 3. Et puis, il y a également énormément de protéines, de fer dans le poisson. Et tous ces oligo-éléments, micronutriments, vont être intéressants pour les cellules du cerveau. Les acides gras oméga 3, c'est le bon gras. On les trouve notamment dans le poisson. Et vous allez voir à quel point ils boostent notre mémoire. Direction le laboratoire Nutrineuro à Bordeaux. Ici, des chercheurs ont soumis des souris à 2 types d'alimentation très différents. Ici, cette souris a été nourrie avec un régime équilibré en oméga 3, qui est basé sur les recommandations faites chez l'homme. Alors qu'ici, cette souris a été nourrie toute sa vie avec un régime complètement dépourvu d'oméga 3, carencé en oméga 3, également depuis le premier jour de sa vie. Ces souris sont placées dans un labyrinthe à 3 branches. Au mur, des formes géométriques leur servent de repère. Première étape, elles ont seulement accès à 2 passages qu'elles visitent pendant 5 minutes. Elles sont ensuite ramenées dans leur cage, puis remises dans le labyrinthe une demi-heure plus tard. Cette fois, on a ouvert le 3e passage. Ainsi, on va mesurer leur mémoire spatiale, leur capacité à reconnaître ce bras qu'elles n'ont jamais vu auparavant. Et regardez, c'est incroyable. À gauche, notre souris, nourrie en oméga 3, explore le 3e passage et passe beaucoup moins de temps dans les 2 autres. À droite, en revanche, la souris qui a été privée d'oméga 3 n'explore quasiment pas cette 3e branche. Explication. Les souris qui ont consommé des oméga 3 ont conscience que ce bras, elles ne l'ont jamais vu auparavant. Par contre, les souris qui n'ont pas mangé assez d'oméga 3 n'ont pas conscience que le bras est nouveau et qu'elles ne l'ont jamais vu auparavant. Ce qui signifie que leur mémoire spatiale est altérée.
Cela montre bien que les oméga 3 agissent sur la mémoire. Mais de quelle manière? Plus on mange oméga 3, plus ces oméga 3 rentrent dans les neurones et vont permettre à ces neurones de se connecter. On parle de synapses. On va avoir des nouvelles connexions entre ces neurones pour avoir une mémoire optimisée. Les oméga 3 vont venir renforcer la myéline. Souvenez-vous, cette couche de gras autour de nos neurones qui permet de mieux faire circuler les informations. Voilà pourquoi nous aurons une meilleure mémoire. En plus, grâce à eux, on est plus zen et moins sujet à la déprime. Si vous n'aimez pas le poisson, on trouve aussi ces précieux oméga 3 dans les noix, les noisettes, les amandes et certaines huiles végétales. Autre aliment dont on dit qu'il améliore nos performances cérébrales, le chocolat. Qu'en pense Véronique Palais, enseignant-chercheur en nutrition? Il y a des données pour dire que le chocolat est bon pour la mémoire. Les composés du chocolat sont bons pour la mémoire. Dans le chocolat, l'ingrédient bénéfique serait le cacao. Il faudrait donc privilégier les chocolats qui en contiennent beaucoup. Car dans le cacao, il y a des composés excellents pour notre mémoire, les polyphénols. Ce sont des molécules antioxydantes, c'est-à-dire qu'elles vont ralentir le vieillissement des cellules, mais elles vont aussi augmenter les connexions entre les cellules du cerveau, donc entre les neurones, et par ce biais améliorer la mémoire. On trouve aussi ces polyphénols dans certains fruits et légumes et dans le thé. Vous savez maintenant que pour avoir un super cerveau, il faut bien se nourrir et privilégier les aliments riches en oméga 3 ainsi qu'en polyphénols. À l'inverse, les sucres libres des sodas par exemple ou les graisses saturées des chips et des hamburgers peuvent générer des toxines. Alors un conseil, n'en abusez pas.